Bienvenue. Qui vient ici pour la première fois? Un bon tiers. Bienvenue. On est au Labo de l'édition, qui est un incubateur et un accélérateur de start-up du livre. Et cet accélérateur nous accueille un mardi soir sur deux pour parler de littérature et essayer de voir comment transformer des aspirants écrivains tels que vous en écrivains dignes de soi, publiant, écrivant et réussissant autant que faire se peut. Je m'appelle Thibaut Malfoy, je suis moi-même écrivain et en fait je suis très content de vous parler de fiction et de vérité ce soir parce que ça fait 1 an que je vais vous en parler, donc je peux enfin décharger tout ce que j'ai sur le cœur, puisque la première rencontre Paris J'écris, qui n'était pas là, qui était encore dans mon salon, voilà, c'était très général comme sujet, c'était comment écrire son premier roman, puisque je parlais de ce que je savais. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une femme qui m'a dit ne pas lire de romans parce que les romans, c'est pas vrai. Et là, depuis 1 an, en fait, je traîne cette peut-être haine est un peu fort, mais cette exaspération, voilà, exaspération est le terme juste, parce que vraiment, je ne comprends pas ce genre de point de vue. Peut-être que j'ai tort, peut-être qu'elle a tort, je ne sais pas. Et par exemple, un rapide sondage, qui aime lire de la fiction par ici? Fiction au sens large, roman, nouvelle, conte, fable, d'accord, bon, à peu près tout le monde. Quoi. Et qui en écrit ou veut en écrire? D'accord. Et je me tâte, je suis pas sûr, c'est ça? D'accord. Et ceux qui n'ont pas levé la main, c'est plutôt non-fiction, essai, poésie? D'accord. En fait, pour moi, il n'y a pas d'histoire vraie ou fausse. Il y a des histoires plus ou moins probables et des histoires plus ou moins bien écrites. Et c'est ce genre de dichotomie qu'il faut rechercher dans votre travail plutôt que de se demander si une histoire est vraie ou fausse. Parce que la véracité d'une histoire n'est pas l'enjeu de la littérature. Et c'est ce que je vais essayer de montrer ce soir. Pendant que j'y pense, j'organise à partir de demain un atelier d'écriture en ligne sur un projet de nouvelle qu'on peut travailler ensemble. Il y avait 10 places, il n'y en a plus que 5, je crois. C'est 50 €. Et pendant toute la durée du mois de juin, je vous prête une partie de mon cerveau pour vous aider à transformer une idée de nouvelle en nouvelle. Et si vous n'avez pas d'idée de nouvelle, je vous en donne, j'en ai à offrir. Aujourd'hui, je me disais que ce serait intéressant, par exemple, de faire le portrait d'un misanthrope vu à travers les yeux de son chien. Parce que moi, j'ai une grande théorie sur les misanthropes, c'est que ce sont des hommes des hommes ou des femmes à chiens qui ont le grand avantage de ne pas parler et donc de ne pas pouvoir les contredire. Et je me suis demandé que dirait un chien, un perroquet, n'importe quoi, mais un chien, c'est assez passe-partout, c'est pratique, de son maître. Et en fait, j'arrête la parenthèse après, mais pour trouver des idées, c'est bien de partir soit d'une hypothèse, et si un chien décrivait son maître, et si, je ne sais pas moi, Tarkovsky avait réalisé l'adaptation de Hamlet au cinéma qu'il rêvait d'adapter, qu'est-ce que ça aurait donné? Et là, vous pouvez faire un film, une histoire à la 8,5 de Fellini, je ne sais pas moi, des choses comme ça, ou alors une contrainte formelle. Et mon histoire de description d'un misanthrope par son chien est également une contrainte formelle, puisqu'on se demande quelle forme on peut donner à cette idée-là. Donc voilà, il y a énormément d'idées, c'est libre de droit, c'est du domaine public.
Donc n'hésitez pas à me demander et n'hésitez pas à voler les idées des gens aussi. Je, je vous encourage parce que les idées, tout le monde les a et ceux qui n'en usent pas et ne les transforment pas en littérature n'ont pas le courage en fait d'aller au bout de leur velléité d'écrivain. Mais je ferme la parenthèse. Donc en fait, pour moi, tout revient à Platon. C'est ni la faute à Voltaire, ni la faute à Rousseau, c'est la faute à Platon. Mon histoire de vérité et de fiction. Pourquoi ? Parce que dans le tome 10 de La République, il explique qu'il faut bannir les poètes de la cité, parce que les poètes, c'est cette peuplade un peu étrange qui ne cherchent pas comme les philosophes, qui ont une démarche pure et désintéressée, qui ne cherchent pas comme les philosophes à trouver la vérité, mais qui se contentent d'imiter la nature, la fameuse mimésis. Et pour Platon, c'est une imitation au carré, puisque la nature elle-même est une imitation de son monde abstrait des idées qui n'existent que dans sa tête. Mais du coup, imitation d'imitation, ça forme une illusion, un mirage, et c'est en cela que c'est dangereux, parce que ça flatte un peu la sensibilité des citoyens grecs au détriment de leur raison. Et un philosophe s'adresse avant tout à la raison et trouve que la sensibilité, c'est quelque chose d'assez féminin, et comme en bon grec de son temps, il était très misogyne, ça passait pas pour lui. Et en plus, il trouve que ça avilit l'être humain, puisque la comédie, le principe de toute comédie, c'est de se moquer ou de rire des travers d'un être humain. Et le principe d'une tragédie ou d'une épopée, c'est de susciter la terreur. C'est la fameuse dichotomie entre la pitié et la terreur du théâtre grec, et de susciter la terreur, alors qu'un homme grec digne de ce nom n'a pas peur et va à la guerre pour détruire l'ennemi. Et donc, Platon veut bannir la poésie de la cité, et il veut la soumettre, en quelque sorte, soumettre l'art à la vérité et à la morale. Parce que lui, pour lui, il y a une adéquation très étroite entre le beau, le bon et le vrai. Et pour moi, c'est des choses complètement différentes les unes des autres. Mais pour lui, c'est la même chose. De sorte que, avec ce genre de raisonnement, il ne peut pas comprendre ce qu'apporte l'art que la philosophie n'apporte pas, par exemple. La philosophie, éventuellement, nous rapproche d'une connaissance de la vérité, mais l'art nous rapproche du monde sensible, en fait, nous permet de rentrer en contact avec le monde par le truchement de fiction, par le truchement de personnages qui soient réels ou imaginaires, qui nous permettent de retrouver ce lien sensible que la vie quotidienne souvent rompt et ou en tout cas étire trop souvent. Et c'est quelque chose qu'il a pas du tout, enfin qu'il n'était pas programmé pour comprendre, et que moi je crois très fortement. Et c'est pour ça que je propose d'inverser le postulat de Platon et de virer les philosophes de la cité, et Platon le premier, et d'accueillir très largement et très hospitalièrement la poésie. Parce que c'est un problème de critères. J'ai fait une petite comparaison selon le critère de la vérité. Donc là, vous vous rendez compte que l'art, la poésie, la fiction perd, puisque les sciences dures et à moindre degré les sciences molles ont plus vocation à trouver la vérité. Mais si je change de critère, c'est l'art qui le remporte. Si on parle de beauté, si on parle d'esthétique, si on parle de style, rien ne peut rivaliser avec des poètes, avec des romanciers, avec des écrivains.
qu'à regarder la manière dont les articles scientifiques sont écrits ou la manière dont les philosophes écrivent leurs thèses. Qui a déjà compris quelque chose à la philosophie par ici? Je suis pas. Non, toi, oui, mais toi, tu as fait des études de philosophie. Tu es un transfuge. Je t'accueille quand même. Et pour moi, il faut vraiment juger la littérature que sous le seul angle de l'esthétique. Parce qu'elle n'a pas d'autre mérite, elle n'a pas d'autre ambition. Ça ne sert à rien de juger la performance esthétique d'un joueur de football, par exemple, même si éventuellement il y a quelque chose à dire là-dessus, parce que c'est pas le but. De la même manière, ne jugez pas un poète sur sa capacité à résoudre une règle de 3, ou plutôt une équation du troisième degré, ou je ne sais pas quoi. Parce que la règle de 3, c'est quand même simple. Il faut vous demander quel est l'enjeu. Est-ce que c'est un enjeu de vraisemblance? Est-ce que c'est un enjeu de vérité? Est-ce que c'est le vraisemblable que vous cherchez ou le véridique? Dans son art poétique, Boileau expliquait qu'il n'y a pas que le vrai n'est pas toujours vraisemblable. Et ça, c'est très vrai en fait. Et on oublie très rapidement quand on se met à écrire surtout de la fiction. C'est que dans la vie quotidienne, dans la vie qu'on connaît tous, il y a des choses absurdes, des choses improbables, des choses invraisemblables qui nous arrivent de temps en temps. Transposer directement ce genre d'événements dans la fiction amène à des choses assez improbables. Et si vous les anticipez pas et si vous les comment dirais-je, les connectez pas de manière cohérente avec le reste de votre tissu romanesque, narratif, le lecteur va laisser tomber le livre parce qu'il va se dire mais c'est n'importe quoi, c'est incohérent, ça ne se tient pas, c'est sans queue ni tête. Parce que pour une fiction, vous ne pouvez pas vous permettre ce que la vie se permet, à la fois à savoir d'être absurde. Il y a vraiment un enjeu de cohérence dans une fiction que la vie n'a pas à avoir. Et c'est très important à chaque fois de se demander est-ce que ça rentre bien dans l'économie de mon roman? Est-ce que ça ne va pas, par exemple, si vous êtes dans un cadre plutôt réaliste pour votre fiction, si le héros meurt au bout du chapitre 5 et ressuscite un chapitre plus loin, sans intervention surnaturelle ou de fantastique, ça ne marche pas, oui. Quand tu parlais de la science-fiction, alors là, t'en fais quoi? Ah, la science-fiction. La science-fiction, c'est pareil. Regarde Star Wars, c'est complètement absurde d'un point de vue réaliste. Il y a du bruit dans l'espace, alors que tout le monde sait que l'espace est vide, donc il n'y a aucun milieu pour propager les ondes sonores. Le sabre laser, c'est complètement n'importe quoi. La force, je ne vous en parle pas. Mais ce qui est absurde dans notre vie quotidienne est cohérent au sein de la mythologie des sagas, parce que ça se tient plus ou moins. Il y a des bruits de laser dans l'espace tout au long de la saga. Les sabres laser fonctionnent de la même manière tout au long de la saga, etc., etc., etc. Et la force, il y a un côté lumineux, un côté obscur, tout le monde est rassuré. Et voilà, c'est rassurant, c'est prévisible et c'est cohérent. Mais il n'y a pas d'enjeu de se rapprocher d'une vérité comme ça, absolue, abstraite, idéale, qui n'est pas l'enjeu d'une fiction. Et non seulement l'enjeu n'est pas la vérité, mais même quand il pourrait l'être, cet enjeu, notamment dans des romans de non-fiction comme De sang-froid de Truman Capote, qui est quand même le récit et la tentative de compréhension de l'assassinat d'une famille de fermiers par de malfrats, et l'enquête de Capote pour comprendre qui, pourquoi, comment, quand, etc. Même là, c'est pas tout à fait véridique.
puisque la fin de De sang-froid, après la pendaison, je crois que c'est une pendaison, la fin, il l'a inventée parce que il pouvait pas, sa sensibilité lui rendait impossible le fait de finir le roman sur une scène d'exécution d'une peine de mort. Et il invente un petit dénouement comme ça, un peu nostalgique. De la même manière que Caput, le roman de Malaparte, qui revient sur son expérience de correspondant de guerre sur le front de l'Est durant la Seconde Guerre mondiale. C'est très réaliste parce que ce qu'il raconte, il l'a vécu, mais bon, il arrange les faits à sa sauce parce que la vie, dans son ensemble, n'est pas bonne à prendre dans toute son intégrité parce qu'il y a des moments de vide, il y a des moments de creux, il y a des aberrations, des improbabilités qu'il s'agit de gommer pour retendre la cohérence de l'histoire. Il y a des personnages redondants parce que dans la vie, parfois, il y a deux personnages qui dans une histoire, auraient la même fonction romanesque. Et donc, dans ce cas-là, vous fusionnez les deux personnages sans état d'âme parce que sinon, l'un serait redondant par rapport à l'autre, etc., etc. De sorte que j'en viens à me poser la question, pourquoi de nos jours, le naturalisme, l'autofiction ont autant de place dans notre littérature française, qui sont quand même deux courants littéraires dont l'enjeu avoué est de retranscrire le réel au plus près de sa texture, au plus près de l'expérience que les auteurs en ont. Mais quel est l'enjeu de ces créations littéraires? Est-ce que c'est de faire de la bonne littérature ou est-ce que c'est simplement recracher une expérience dans ce qu'elle a de plus brut, de plus cru? Parce que, par exemple, des écrivains comme Christine Angot, par moments, j'ai l'impression que le simple fait de retranscrire par l'écrit la réalité de leur vécu suffit à justifier leur démarche d'écriture. Et c'est là où je commence à ne plus être d'accord avec ce genre de démarche, c'est que la sincérité, c'est très bien, l'authenticité, c'est parfait, mais seul, ça ne suffit pas. Seul, ça ne garantit pas le talent qui est nécessaire pour sous-tendre toute l'architecture de l'histoire. Enfin, voilà, mes réflexions, je vous encourage à intervenir, à me poser des questions. Ce n'est pas un cours magistral. D'autant plus que c'est quelque chose très subjectif pour moi, ce sujet. J'ai un avis très partial, très tranché. Donc si vous n'êtes pas d'accord, levez la main. J'ai essayé de faire une typologie comme ça rapide des histoires selon deux grands axes, probable, improbable et réel, imaginaire. Le pire des cas, c'est l'histoire imaginaire improbable. Ça, il n'y a aucun intérêt à lire ce genre d'histoire parce que d'une part, on ne peut pas se raccrocher à un vécu, à un réel qui authentifierait la véracité des faits relatés. Et en plus, c'est incohérent, c'est improbable. Il y a Dark Vador devient gentil. Enfin, je ne comprends plus, quoi. Le cas moyen, c'est le réel improbable. Là, l'exemple typique, c'est Fargo des frères Cohen. C'est l'exemple typique de l'invraisemblance narrative. C'est n'importe quoi du début à la fin. Et les comportements des personnages de cette histoire sont tous absurdes. C'est une sorte de panorama de la médiocrité de la condition humaine et de l'être humain. C'est un peu décourageant pour moi ce genre de film, parce que j'essaie toujours de voir le bon côté des choses. Et là, il y a vraiment personne pour sauver l'autre. Et sauf qu'au début du film, au moment du générique de début, il y a écrit inspiré de faits réels ou inspiré d'une histoire vraie ou tout ce que vous voulez. Et c'est dans ce seul cas où c'est justifié
de préciser que c'est inspiré de faits réels, parce que sans cette précision, on ne croirait jamais ce genre d'histoire. Or, comme c'est vrai, et comme c'est improbable par ailleurs, c'est intéressant de confronter les deux pour montrer que la vie n'est pas cette sphère si rassurante, si cohérente que les fictions classiques ont tendance à nous faire croire. Parce que le problème des fictions moyennes, et il y en a énormément, c'est qu'à la fin, à force de vouloir être trop cohérent, on en devient un peu chiant. C'est le dilemme, en quelque sorte, du romancier, c'est chercher la cohérence, mais sans aller jusqu'à épuiser les niveaux de signification de l'histoire, et laisser un peu de place à l'imagination du lecteur, du spectateur, de ce que vous voulez, pour qu'il se fasse sa propre histoire. Et si c'est quelque chose de mathématique, d'univoque, d'unilatéral et d'unidimensionnel, peut-être que quelqu'un lira votre histoire une fois, mais sans doute pas deux. Et comme votre ambition, c'est d'être lu dans 100 ans, voire 300 ans, voire 400 ans comme Shakespeare, veillez à garder une richesse et une profondeur dans votre histoire. Et les deux cas les plus intéressants pour moi, c'est bien sûr le cas de plus grande probabilité, que ce soit un cas d'histoire réelle ou imaginaire. L'histoire réelle probable, c'est une bonne histoire bien racontée, donc Malaparté ou Capote. Et l'imaginaire probable, c'est toute fiction digne de ce nom, enfin tout roman au sens classique du terme, donc les romans de Stendhal, les romans de Balzac, les choses qui se tiennent et qui pour autant sont inventées. Mais inventées au sens de recréer. Il y a les cartes sont rebattues, les données de la vie réelle sont intégrées par l'imaginaire de l'auteur, rebattues, remélangées, et à la sortie, on obtient des nouveaux personnages, des nouvelles histoires, des nouvelles sensibilités. À partir de 3 anecdotes, on réussit à créer comme ça une histoire d'adultère d'un personnage en particulier, alors que dans la vie, c'est 6 personnages répartis dans tous les coins de Paris, etc. etc. Malgré le charme et les atouts de la fiction, le charme, c'est parce que voilà, on est libre de créer ce qu'on veut et de reformater toutes les données du réel en un tout cohérent. Et malgré les forces qui sont ce souci de cohérence que j'ai déjà évoqué, j'ai l'impression qu'il y a quand même un complexe de la fiction par rapport à la vérité. Par exemple, les confessions. Depuis Saint-Augustin, les gens nous rabâchent leurs petits problèmes, leurs petits conflits de morale. Saint-Augustin qui nous emmerde avec le larcin qu'il a fait adolescent, il a volé des poires. Terrible, terrible. Il s'en est toujours parmi. Rousseau, insupportable de narcissisme, où il avait en plus un petit complexe de persécution, et Casanova, qui est lui plus charmant parce que il est tellement transporté par son obsession sexuelle que toutes les rencontres de femmes sont métamorphosées, et là, il quitte le cadre purement objectif de l'exercice des mémoires pour faire quelque chose de complètement exotique et complètement réjouissant. Plus le fait qu'il a complètement agencé la vérité parce que, par souci de dynamisme de l'histoire, il allait plusieurs fois à Istanbul. Là, c'est un seul voyage, mais dans lequel il met tout. Et donc, du coup, c'est très intéressant à lire parce qu'il n'y a pas de temps mort. Et donc, il supprime les temps morts. Il aurait pu encore en supprimer un peu parce que c'est assez long à lire. Et dans cet exercice de confession, à chaque fois en avant-propos, l'écrivain fait un peu son coupable devant les jurés en disant « je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ». Donc il dit « certes, la vérité est encore arrangée ». Après, je ne suis pas sûr qu'il dise toute la vérité.
Parce qu'on ne peut jamais dire toute la vérité, parce qu'il y a des biais de point de vue, il y a le fait qu'on n'est pas omniscient, qu'on ne sait pas tout, qu'on a toujours un angle mort par rapport à sa propre histoire, par rapport à l'histoire des autres, et on ne peut jamais donner que sa vérité. Et c'est là où je veux en venir. Tous ces gens nous parlent d'une vérité comme quelque chose de très accessible, de très matériel, de très réaliste, quelque chose qu'on peut atteindre avec un peu d'effort et de travail. Mais je ne suis pas sûr que la vérité, dans ce sens absolutiste, puriste, totalitariste, existe réellement. C'est encore un héritage du monde des idées de Platon, quelque chose comme ça qui existerait, une surcouche logicielle au-dessus du monde qui existerait. Il faudrait juste avoir le bon logiciel pour télécharger la vérité. C'est un peu plus compliqué que ça parce que la réalité est opaque. La réalité, et c'est pour ça qu'on fait des fictions, c'est pour trouer de part en part cette opacité, pour comme ça faire passer des rayons de lumière et localement atteindre à une semi-vérité ou à un quart de vérité ou un huitième de vérité et avoir comme ça des aperçus de ce qu'est réellement la condition humaine. Mais dans sa totalité, c'est impossible. Et il y a des analogies à faire avec la physique sur cet enjeu de vérité. Il y a des lois physiques qui sont vraies, mais sur certaines échelles, par exemple, qui sont vraies localement sur Terre, mais à l'échelle comment dirais-je, interplanétaires qui sont fausses. Et là, c'est un peu la même chose. C'est plus vous vous rapprochez du particulier, et plus vous avez de chances de ne pas tomber à côté de la plaque. Et plus vous visez des vérités abstraites, générales, et plus vous avez de chances de tomber à côté de la plaque. C'est un peu le problème du signe noir. Parce que le cerveau humain fonctionne par induction. Tous les signes sont blancs. Enfin, on n'a jamais vu que des signes blancs, donc tous les signes sont blancs. Induction. On part d'observation de cas particuliers et on généralise à une vérité abstraite. Sauf que quand on est arrivé en Australie, en Tasmanie, hop, qu'est-ce qu'on a vu? Des signes noirs. Et donc, par preuve formelle, un seul cas particulier suffit à contredire toute une théorie qui jusque-là paraissait véridique. Michel Leiris, toute son œuvre est très autobiographique. Il a notamment, en préface de l'Âge d'Homme, écrit de la littérature considérée comme une tauromachie, dans laquelle, en fait, il essaye de chercher l'équivalent pour l'écrivain du danger de la corne de taureau pour le comment on appelle ça? Toréador, c'est ça? Ça, j'y connais rien. Torero? C'est autre chose? D'accord, ok. Il faudrait que je m'y mette. Le torero, ok. Ouais, il cite un équivalent de ce qui est pour le torero la corne acérée du taureau. Parce que et là je sens bien le complexe de la fiction par rapport à la vérité. Pour Leiris, il y avait un problème à faire simple œuvre esthétique sans risquer quelque chose. C'était juste après la Seconde Guerre mondiale, on était en pleine littérature engagée, et le simple fait d'écrire n'était pas suffisant pour lui pour être valide, pour être pertinent, pour valoir le coup. Et je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que, d'une part, on prend toujours un risque en écrivant, même si on ne parle pas de soi directement, il y a quand même une mise à nu partielle de sa sensibilité. Et dès que vous aurez publié votre roman, la première question qu'on vous posera, c'est est-ce que c'est autobiographique? Comme si vous étiez incapable d'imaginer quoi que ce soit. Et ça, on l'a souvent demandé. Donc si vous racontez l'histoire d'un type charmant, tant mieux pour vous. Si vous racontez l'histoire d'un psychopathe ou d'un obsédé sexuel, là vous vous demandez comment on va vous percevoir dans votre sphère sociale.
Et, et par ailleurs, c'est aussi un héritage du surréalisme qui voulait faire une œuvre d'art totale, en fait. Pouvoir innerver la réalité de toute la sensibilité surréaliste et que tout devienne œuvre d'art et en fait transformer tout document attestant de la réalité en œuvre d'art par la photographie, par les automatismes, par tout ce que vous savez. Et ça aussi, c'est de la même manière que la littérature engagée, c'est une déformation historique et très locale d'une finité de la littérature qui n'est pas celle-ci en fait. La littérature n'a pas pour but de rivaliser avec la tauromachie. Et lui-même est à moitié franc et à moitié et assume à moitié son propos dans sa préface parce qu'il conçoit que ça n'a rien à voir en fait. Et donc oui, alors en effet, ce serait bien que ce soit pareil, mais bon, en fait, non. Ok, la suite. Donc voilà. Et je pense que c'est lié au traumatisme historique. Que ce soit le 11 septembre, que ce soit la Seconde Guerre mondiale, que ce soit la Première Guerre mondiale, il y a, dans ces traumatismes historiques, il y a une sorte de rupture et de glissement d'un paradigme de sensibilité à un autre. De la même manière que les Dada et le surréalisme sont sortis des tranchées de Verdun et sont des réponses artistiques à l'implosion d'un modèle de société, aux fractures psychologiques endurées par le conflit, etc. etc. De même, peut-être que la tendance naturaliste de notre littérature est un rebond du 11 septembre, des crises financières, d'un émiettement de notre confiance dans le modèle occidental, parce que justement, on se dit, mais où je suis dans tout ça, les fictions ne collent plus par rapport à la réalité dépasse la fiction, mais c'est pas tant la réalité dépasse la fiction que les lois de probabilité ont changé en fait. Avant le 11 septembre, personne ne pensait que 8 abrutis pourraient détourner 2 avions et atterrir dans des tours. Et du fait même de cette improbabilité, personne n'y avait pensé, personne n'a pu empêcher ce genre de choses. Et donc c'est moins tant une défaite de la fiction qu'un changement de paradigme. Et la fiction s'adapte en fait. C'est pour ça qu'on a eu des romans sur le 11 septembre, c'est pour ça qu'on a eu par rapport à la Première Guerre mondiale, des choses assez surréalistes qui collaient avec les fractures mentales engendrées par la Première Guerre mondiale, etc. etc. Dans tout ça, qu'est-ce que vous pouvez faire en 2016 pour écrire une fiction ? Moi, je suis assez partisan de la méthode proustienne, la méthode stendhalienne, qui consiste à prendre la réalité comme une pâte à modeler et de pouvoir jouer avec à volonté sans être inféodé à un quelconque impératif moral ou de vérité. Parce que, encore une fois, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu est de faire quelque chose qui se tient, qui soit cohérent, qui soit riche et profond et qui soit bien écrit. Donc la vérité, à la limite, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et quand je parle de recréation fictionnelle de la réalité, j'entends bien associer une démarche très authentique, très sincère, à une démarche en même temps très fictionnelle. Comment cela ? Parce que la pertinence d'un écrivain n'est pas tant son rapport à la vérité que son rapport par rapport à ses propres sentiments. Et c'est sa sensibilité qui fait sa pertinence.
c'est sa sensibilité par rapport à son vécu qui informe les zones de fragilité, les zones de faille, qui lui donne un aperçu sur des choses inconnues jusqu'alors de la condition humaine. Et c'est en ayant cette connaissance intime de la vanité pour Stendhal, de l'incommunication entre les êtres pour Proust, de tout plein de choses, qu'à partir de ça, il peut recréer un monde qui sera l'illustration et la métamorphose de ses épiphanies personnelles. Et donc, j'ai en profité pour faire un petit éloge de la fiction très rapide. Après, je vous laisse parler. Pour moi, la fiction, c'est quelque chose, c'est un enrichissement du réel. C'est rajouter à notre vie quotidienne des réalités parallèles, des mondes parallèles qui ont leur propre loi de probabilité et qui, pour les meilleures d'entre elles, contestent des réalités appauvries. Qu'est-ce que j'entends par réalité appauvrie? J'entends ces habitudes de penser, de voir le monde, qui sont figées par la force de l'habitude et qui, au final, se sont sclérosées, ont sédimenté et ne collent plus avec la sensibilité du temps présent. C'est un exemple que je donne souvent, mais par exemple, au milieu des années 60, aux États-Unis, le cinéma classique hollywoodien ne collait plus avec la réalité du pays, qui doutait de son modèle, qui doutait de la guerre du Vietnam, qui doutait du fait que l'empire américain était un empire du bien, etc., etc. Et on a eu comme ça le nouvel Hollywood qui a émergé avec des films assez subversifs qui contestaient le modèle américain classique, jusqu'à ce que les gens en aient marre de déprimer chez eux, et on passe à Star Wars dans les années 80, fin 70, début 80, ou Les Dents de la Mer. Donc toute autre forme de fiction. Mais la mise en forme du réel n'est pas la vérité. Encore une fois, c'est un aperçu très local et très humble, finalement, très particulier de la condition humaine dans un environnement donné, dans un contexte donné. Et le romancier n'a pas vocation à devenir moraliste en travestissant une vérité particulière en vérité universelle et générale. Ne tombez pas dans le problème d'induction que j'évoquais tout à l'heure. Et éloge de la fiction vaut bien une critique de la vérité. C'est pas en tant que la vérité c'est mal, c'est que la vérité n'a rien à voir dans une démarche littéraire. Autre exemple d'induction, mettez-vous dans la peau d'une dinde. C'est une très bonne histoire de nouvelle, par exemple. Pendant 1000 jours, la dinde est gavée, est heureuse, est bien nourrie, on s'occupe bien d'elle, tout baigne pour elle. Et par induction, elle pourrait déduire que sa vie n'est qu'une succession d'instants heureux. Et au 1001e jour, qu'est-ce qui se passe? C'est Thanksgiving, on la tue. Là aussi, c'est l'exemple du problème d'induction. Et là aussi, c'est l'exemple de la limite de la vérité. Parce que une vérité est toujours, vit toujours sous la coupe d'une contradiction potentielle avec une autre observation de la réalité. Il y a le biais du point de vue que j'ai rapidement évoqué. Il y a toujours un angle mort. Quel que soit l'observateur, vous ne pouvez pas être un Dieu omniscient, sachant tout sur tout. Il y a toujours une faille à toute théorie ou à toute connaissance sur le réel. De la même manière, vous ne pouvez pas tout savoir. Il y a même en physique quantique ce qu'on appelle le principe d'indétermination de Heisenberg, qui veut qu'on ne peut pas mesurer la position et la vitesse d'une particule en même temps. Et c'est deux choses contradictoires et incompatibles. Et c'est un peu la même chose. L'être humain n'est pas programmé pour être Dieu. Et méfiez-vous des vérités rétrospectives. L'être humain a tendance, une fois que les événements ont eu lieu,
de trouver des explications à tout. Et de la même manière que le 12 septembre 2001, tout le monde avait une théorie sur le 11 septembre et pouvait dire précisément pourquoi le 11 septembre avait eu lieu. Sauf que s'ils étaient si intelligents, pourquoi ils n'ont pas réussi à l'empêcher? Et c'est aussi valable pour expliquer les réussites artistiques et notamment littéraires. Tout le monde a une explication sur la réussite de Victor Hugo, de Chateaubriand, de Proust, mais personne n'a pu anticiper ses réussites et ses talents, de la même manière que personne aujourd'hui ne peut dire dans cette salle qui sera qui écrira le nouveau chef-d'œuvre de la littérature française contemporaine. Donc toute vérité, et ça c'est peut-être le seul point à retenir de la soirée, est équivoque. Et c'est là où la littérature a une carte à jouer par rapport aux sciences ou à la philosophie. Parce qu'un bon romancier transmet une vision du monde, une vision de la condition humaine en laquelle il croit, qui est sa vérité à lui, qui n'est pas forcément la vôtre, mais qui n'empêche, additionné à toutes les vérités de tous les romanciers tout autour de lui, dans une société donnée, à un instant donné, peut-être que c'est un aperçu plutôt pas trop mal, approximatif mais pas trop mal, de la vérité, de la réalité d'une société à une époque donnée. Mais encore faut-il additionner tous ses talents et tous ses livres et toutes ses sensibilités. Et c'est pour ça que vous êtes payé, j'allais dire. Si les écrivains étaient bien payés, ça serait. Mais c'est pour ça que vous travaillez en tant qu'écrivain. C'est pour ajouter votre sensibilité à l'organisme général. Et c'est pour aller au bout de cette vérité. C'est pour aller au bout de vous-même et essayer de voir ce qui est le plus aigu en vous de votre sensibilité, de votre compréhension de la condition humaine. Donc n'ayez pas de complexe, n'ayez pas de honte à ne pas être philosophe et essayez d'apporter à la vérité commune, si tant est qu'elle existe, votre vérité personnelle, équivoque, fragile, incomplète, mais néanmoins intéressante. Et ayez la foi non pas religieuse mais poétique. Je répète souvent cette citation de Coleridge, à qui on doit cette célèbre phrase de cours de création littéraire, un roman, il faut suspendre sa crédulité, c'est la suspension volontaire et momentanée de son incrédulité. Il ne faut pas être sceptique quand on écrit ou quand on lit un roman. Et cette foi poétique partagée par l'auteur et par le lecteur permet justement cette co-création de la fiction et ce don, ce transfert, cette transfusion de sensibilité de l'auteur au lecteur. Donc voilà, n'ayez pas peur de la fiction, osez des choses folles et osez la remise en cause du consensus, du sens commun, des réalités conventionnelles pour imposer, là aussi ce qui signale un bon écrivain, c'est un écrivain qui réussit à imposer sa sensibilité à une époque ou un courant littéraire et qui crée des épigones. Voilà, je vous remercie.